Bonjour Yvon, Bonjour Caroline. bonjour à tous. Bonjour. On a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire qui va ouvrir en fait une série à venir sur les sujets RPA et agent IA. Yvon, tu vas nous accompagner sur cette série. Tu es directeur de la practice digital et consulting chez Uduvoo. Tout à fait. On va parler aujourd'hui des clés que tu utilises, enfin la méthodologie que tu as développée au sein d'Aduvoo et du pôle digital et consulting pour créer sa feuille de route digitale et identifier les projets sur lesquels se lancer en RPA ou en IA. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. L'RPA et l'IA, ce sont des sujets qui sont prégnants dans les entreprises actuellement, mais il y a une façon de pouvoir les aborder pour en faire des vrais success stories. Parmi ces points à prendre en compte, il faut bien avoir en tête ce que toi, tu mets toujours en avant, c'est-à-dire les frictions opérationnelles. Oui, tout à fait. Alors, juste pour remettre un peu de contexte, en effet, finalement, ce qui est à l'origine de ce type de projet, ce type de démarche, c'est ce qu'on appelle les frictions opérationnelles. Donc, ça se traduit comment? Une perte de temps, des coûts qui augmentent et une productivité qui va baisser. Que disent les études? 50% du temps consacré par les collaborateurs, il est dédié à des tâches répétitives, donc des tâches qu'on va qualifier de faible valeur ajoutée, tâches à faible valeur ajoutée. Et dans ces 50%, il y a au moins 10% des activités qui sont liées à la mise à jour de données. Donc, ça va être de la mise à jour dans les ERP, CRM, les outils internes. D'accord. Alors, cette méthodologie-là, tu l'as voulu la plus claire et la plus simple possible avec effectivement des différentes étapes. Et dans, la première de ces étapes-là, c'est de se dire que ce qu'il va falloir aller regarder, c'est le cas d'usage avant d'aller regarder l'outil. Là où généralement on a déjà un outil, on essaie d'y faire entrer un cas d'usage. Tout à fait. Là, pour nous, la bonne manière d'aborder les choses, c'est de réfléchir au cas d'usage. Et pour ce faire, en fait, nous, on accompagne nos clients de la manière suivante. En fait, soit nos clients sont déjà dans cette démarche et ils ont phosphoré en interne, ils ont fait des groupes de travail pour faire sortir des cas d'usage dont ils pensent qu'ils sont pertinents. Et nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que on aide cette démarche en apportant, nous, des cas d'usage dont on sait qu'ils fonctionnent bien pour l'automatisation. Et les 3 critères qu'on va regarder pour justement sélectionner au mieux ces cas d'usage, ça va être la volumétrie, donc la fréquence à laquelle ces cas d'usage, le process va se répéter dans le temps. On va regarder aussi la complexité du processus. Bien sûr. Et on va regarder un autre élément qui va être l'enjeu business qu'il va y avoir derrière. D'accord. Et donc, ce que ça veut dire enjeu business, c'est le fait que l'entreprise veuille ou non prioriser ce cas d'usage par rapport à un autre. Et donc, dans les exemples de process que tu as l'habitude d'automatiser auprès de nos clients, on va retrouver, la plupart du temps, on va retrouver des processus qui ont une forte volumétrie, donc on va en retrouver en compta, tout ce qui va tourner autour du traitement des factures fournisseurs. On va retrouver aussi des choses qui vont être liées aux tâches de clôture, donc la réconciliation interco notamment. En ressources humaines, on va retrouver des sujets liés à la production de documents, ça va être des attestations employeurs, ce genre de choses. D'accord. Et bien d'autres, on peut en avoir aussi dans les opérations. Bien sûr. Alors, tu vas nous montrer finalement une façon, quelque part, d'aller classer ces processus pour effectivement définir ce qu'on vient de se dire avant, de trouver le process qui est le plus à même d'être automatisé, et donc avec effectivement cette cartographie des opportunités. Alors, tu l'as construite. Alors, du coup, ce qu'on se dit, c'est que bien souvent, dans le cadre des projets, on va
avoir une liste de cas d'usage qu'on a identifiés. Et le but du jeu, ça va être d'identifier parmi ces cas d'usage ceux qui sont les bons candidats à automatisation et qui peuvent faire l'objet de projets. Quand on dit faire l'objet de projet, c'est évidemment avoir des projets qui soient des succès. Donc, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est les quick wins, donc vraiment les projets qu'on veut démarrer en premier pour pouvoir créer une dynamique et ensuite aller vers le déploiement d'autres cas d'usage. Donc, l'intérêt de la matrice, merci Caroline, l'intérêt de la matrice, c'est de positionner en fait nos cas d'usage selon les deux axes, fréquence et complexité. Ce qu'on voit là, c'est qu'en prenant quelques exemples, là, j'ai positionné donc la vérification, juste pour avoir des exemples, j'ai positionné la vérification des numéros de TVA fournisseurs et la génération d'attestation employeur. Alors, si on regarde ces deux cas d'usage, ils sont à la fois simples et c'est des choses qui se font revenir très fréquemment dans le temps au sein de l'entreprise. Ensuite, on a positionné le traitement des factures fournisseurs, le traitement des emails de demande client. Donc, pour prendre deux exemples de cas d'usage, grosse fréquence, fréquence quand même volumétrie importante, complexité processus plus complexe. Ensuite, donc ça c'est en haut à gauche. Le cadran en bas à droite, ça va être des process qui sont simples, mais qui en revanche, en termes de fréquence, sont pas très significatifs. Donc, ça va être la DAS 2, déclaration fiscale. Ça va être la création d'accès, l'onboarding de collaborateurs. Quand on dit création d'accès, ça peut être des accès sur des outils métiers qui sont utilisés par un très petit nombre de personnes. D'accord. Et ensuite, dans le cadran tout en bas à gauche, on va retrouver les sujets qui sont peu fréquents et pas simples. Et pas simples. Donc, c'est par définition ceux qu'on va adresser en dernier ou pas du tout. Donc là, pour vous l'illustrer, donner un exemple, j'ai positionné la gestion des litiges de niveau 2. On part du principe que dans la gestion de litige, il y a plusieurs niveaux, niveau 2, niveau 3. Ça va être vraiment qu'une toute petite partie des litiges qui vont escalader à ce niveau-là. C'est compliqué dans le traitement et il y en a peu. Donc voilà, ça vous donne la matrice. J'ai positionné volontairement donc du coup des exemples de cas d'usage. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de se dire qu'on va partir du cadran en haut à droite. On va commencer par ça. Ensuite, on va aller vers les cas d'usage qui sont les plus fréquents, mais qui sont un peu légèrement plus complexes pour créer une dynamique. Et ensuite, on va aller vers ceux qui sont en bas à droite, donc simples, mais peu fréquents. Voilà. Et ça construit une feuille de route. Ouais, ça peut être la base de construction d'une feuille de route. Ça peut être en effet une bonne base pour créer et concevoir une feuille de route. Alors, une fois qu'on a défini effectivement le cas d'usage qui correspond, le plus rapidement implémentable quelque part, ou le plus facilement implémentable, qui sont effectivement les quick wins, il y a quand même une étape qu'il va falloir vérifier, c'est que ces processus-là, alors je me permets de revenir en arrière, vérification des numéros de TVA fournisseurs ou génération d'attestation employeur dans le contexte dans lequel tu interviens, sont vraiment des process qui sont matures. Oui, ce qu'on entend par mature, c'est des process pour lesquels les données vont être disponibles, les tâches sont standardisées, il y a un process owner derrière. Bref, il y a un certain nombre de prérequis à vérifier pour s'assurer que le process soit mature et qu'on puisse le automatiser sans trop de soucis. Ok, donc c'est vraiment ces trois points clés qu'il faut avoir en tête. Et cette évaluation de la maturité, c'est quelque part un peu la dernière étape d'évaluation du process que l'on veut développer sur un plan digital, donc entre guillemets RPAisé ou agentisé quelque part. Et après, on va pouvoir passer. Oui, et juste pour ajouter une petite chose sur l'aspect de maturité, on peut malgré tout décider de partir sur un process qui ne soit pas mature
Juste ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces aspects donc de standardisation des tâches, de vérification de la donnée, etc., il faudra les embarquer dans le projet au début du projet. Oui, Donc, à un c'est moment donné, il faudra en autant traiter. Ouais. de choses qu'il faudra faire en amont du projet. Alors, on en arrive à l'étape où finalement, une fois qu'on a choisi le process, entre guillemets, on va pouvoir aller chercher l'outil qui correspond à ce que l'on veut faire. Et donc, la question qui se pose, effectivement, là, comment est-ce qu'on se décide entre un usage RPA ou un usage IA? Comment est-ce qu'on fait son choix par rapport au process? Oui, alors, tout à fait. Une fois qu'on a scoré donc, nos cas d'usage, on a identifié finalement nos quick wins. Comme tu l'as dit, l'idée, c'est de savoir quelle techno on va utiliser pour automatiser nos cas d'usage et les process qu'il y a derrière. La distinction qu'il faut faire, c'est que le RPA, donc c'est l'automatisation des processus métiers. Pour que ça fonctionne, il faut que, comme on l'a dit, il faut que le process soit documenté. La RPA, elle va ni plus ni moins que automatiser quelque chose qui existe déjà, sur lequel les activités sont prédictibles. Et par définition, si un cas de figure n'est pas prévu, le robot va se mettre en défaut. Donc ça, c'est la RPA. L'agent IA, c'est une approche qui est un peu différente. On ne va pas décrire chacune des tâches que le robot doit effectuer. On va plutôt lui donner un contexte d'intervention, on va lui donner des outils, donc des accès, et on va définir pour l'agent ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. En aucun cas ne pas faire. Donc ça, c'est un peu donc la différence qu'il y a entre la RPA et les agents IA. D'accord. Et alors, en termes d'exemple de binôme tâche-outil, si on devait dire typiquement une tâche, entre guillemets, RPAisable, ce serait laquelle? RPAisable, j'aime bien la formule. Alors oui, ce qui va relever de la RPA, typiquement, c'est la production d'attestation employeur. Donc ça, il y a un certain nombre de clics à effectuer pour générer une attestation employeur. C'est très prédictible, ça ne change pas d'un employé à un autre. Donc ça, c'est de la RPA. À partir du moment où, pour prendre un exemple d'agent IA, si je te dis un agent qui va répondre aux fournisseurs dans le cadre de questions sur les statuts des factures, les délais de paiement, etc., et ben là, on est vraiment sur un cas d'usage qui est propre aux agents IA. D'accord, ok, c'est très clair. Alors, on a le process, on a l'outil, on a lancé le projet. Nécessairement, vient la question du ROI à un moment donné. Et toi, dans la façon dont tu abordes le sujet, en fait, on a effectivement souvent l'habitude de voir un ROI financier comme étant la première pierre du sujet, mais il y a quand même effectivement un ROI métier à mettre en avant. Comment tu calcules ce ROI financier? Ce qu'on regarde, en fait, dans le projet, ça va être, finalement, on va, d'une part, regarder le coût de mise en œuvre du projet. Et d'autre part, on va regarder, en fait, et valoriser ce qu'on a gagné. Donc, ce qu'on a gagné, ça va être le temps passé, on va valoriser, le coût horaire moyen et la fréquence à laquelle les actions sont répétées. Donc ça permet de valoriser le gain. Et ensuite, on va regarder le coût du projet. Ça permet de sortir un ROI. Pour un projet simple, il faut compter entre 6 mois. À peu près, d'accord. À peu près 6 mois. Un projet plus complexe, on est plutôt sur 8 à 12 mois. D'accord. Pour atteindre ce ROI. Tout à fait. D'accord. Et comme tu l'as dit, donc il y a l'aspect financier. Et ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'on appelle ROI métier. Ça va être tous les aspects qui sont liés à l'amélioration de la qualité et le service rendu. Les sujets de satisfaction interne, parce que bien souvent, quand on met en place des agents, des robots, de la RPA, le service rendu, il est meilleur. On va plus vite, les équipes internes vont plus vite à produire
la donnée, les informations. Et du coup, la qualité augmente. Donc ça, c'est des aspects qu'on va regarder. On va regarder aussi le fait qu'il y ait moins d'erreurs. Donc Bien ça, c'est sûr, quelque chose oui. qu'il faut aussi prendre en compte. Et tout ça, ça contribue à augmenter finalement le ROI de ce type de projet. Oui. Et j'ai presque envie de dire qu'on on est quand même là sur les cas d'usage qui t'exprimaient sur de la fonction support, compta, RH, achat. Donc j'ai quand même le sentiment que ce ROI métier-là, il a aussi l'avantage de remettre un peu les fonctions support en business partner, où finalement il y a une attention qui est donnée au temps de délivrance des projets, à la qualité des données qui sont délivrées aussi, et qu'effectivement ça redonne aux fonctions support une pleine dimension de business partner experte et efficace. Oui. Alors, en conclusion, enfin, c'est une méthodologie qui est quand même relativement simple à appliquer. C'est-à-dire que on découpe le choix, en fait, quelque part du process en étapes claires. On va aller s'assurer, in fine, que ce que l'on a choisi comme type de process est quand même mature. Alors, ce que tu disais, effectivement, il peut ne pas l'être, mais à un moment donné, il va quand même falloir s'occuper du sujet. Oui. L'idée étant que on puisse, quand on dit mettre toutes les chances de son côté, c'est que à travers ton expérience, tu as quand même vu des projets où on se lance dans un sujet RPA, on a lancé le sujet. On a formalisé cette méthode parce qu'on s'est aperçu de la chose suivante, c'est que bien souvent, les clients ils regardent le projet sous l'angle techno, solution, etc. Alors qu'en réalité, le cœur du sujet, c'est vraiment les cas d'usage. C'est pour ça qu'on a donc proposé cette méthode, on l'applique, elle a la vertu de permettre en fait d'identifier facilement les cas d'usage sur lesquels travailler. Donc ça, c'est toute la partie amont. Une fois qu'on a choisi les cas d'usage, qu'on a déterminé les cas qu'on voulait automatiser, nous, on déploie une autre partie de notre méthode qui est en 4 phases et qui permet de déployer les projets. Et comme tu l'as dit, pour les cas d'usage où il y a un sujet sur la maturité, donc des choses qui ne seraient pas correctement formalisées, etc. Ou tout simplement un process qui mérite d'être revu. Derrière, on fait du lean dans le cadre des projets. C'est ça, classiquement. Alors, on va avoir l'occasion de poursuivre cet échange-là à travers d'autres webinaires où là, effectivement, on va aller se pencher sur des cas d'usage beaucoup plus précis. Je pense notamment à un cas d'usage sur un chatbot RH que tu vas nous présenter bientôt. Et puis, effectivement, on va avoir toute une série de différents cas d'usage qui vont permettre de confronter un peu cette méthodologie qu'on vient de présenter aujourd'hui à ce qui a été mis en place et la façon dont tout ça se crante. Et puis, on met effectivement en téléchargement pour nos auditeurs un document récap où on va mettre en lien cas d'usage et outils pour être le plus clair possible dans cette méthodologie et la façon de pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup, Yvon. Merci, Caroline. Merci à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt.